Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing it, son. Remember that days in we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad, bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it, just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants. Nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer. Bisous dans le cou, petit regard voyou. Ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin. Surprise, y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, on reprend tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas.
Messieurs, dames, bien le bonjour les amis, 16h46, il est l'heure du Juste Bistrot, on y est, c'est jeudi, ça commence à sentir bon tout ça, Juste Bistrot numéro 537, mais rendez-vous compte les amis, on continue d'être ensemble, on continue de papoter, de dézinguer l'actualité, de se fendre la gueule et on est ensemble, c'est le plus important. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien en ce joli jeudi, le soleil est de retour. Par chez moi, on est pas mal. À Lausanne, il y a du soleil, il fait bon, il fait chaud. Tout le monde met son poncho. Dites-moi un petit peu par chez vous, voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il fait beau par chez vous ou pas? Si vous habitez en Jamaïque, bon courage, parce qu'en Jamaïque, ça souffle. Chez nos amis jamaïcains, la tempête Mélissa, qui apparemment fout le bordel. On embrasse nos amis jamaïcains. Voilà, on espère que ça va. Hein, encore un coup de Babylone. Voilà, les brothers. FFLNA qui nous dit je prends vos messages dans le chat tout de suite, voilà, plein gaz immédiatement, on a des beaux sujets en plus aujourd'hui. Et mon FFLNA qui dit salut Rémi, as-tu vu l'interview de Bertrand Scholler? Il parle de toi à la fin comme étant une bonne personne. Ça c'est gentil comme tout. J'ai pas vu, c'était sur Tribune Populaire, non? J'ai vu passer son passage, Tribune Libre, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'ai vu qu'il passait, j'ai pas encore regardé la vidéo. Voilà, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais c'est très gentil. Il y a Vosgos qui dit ça également. Mais je vais les regarder. Bertrand Scholler, voilà, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. On n'est pas tout le temps d'accord sur tout, ça c'est vrai. Mais j'aime bien ce monsieur, d'ailleurs, d'où sa présence dans le banquet. Hein. Ça fait plaisir. Merci à Kundune 60 et soutien évidemment parce qu'il fait partie des gens poursuivis. On en reparlera d'ailleurs dans quelques minutes. Kundune 73 qui vient de sub 26e mois, merci beaucoup. Jojo Lastico Sauteur qui vient de sub pour 6 mois d'avance, ça c'est formidable, merci camarade. Et Vosgos qui dit il déplore ton attitude. Alors par rapport à quoi? Parce que j'ai pas regardé encore la vidéo, donc dites-moi, peut-être je suis une bonne personne, il déplore mon attitude. De toute façon on a eu quelques petits échanges, effectivement, c'est pour ça que je vous dis on n'est pas tout le temps d'accord, mais j'aime bien ce monsieur, malgré le fait qu'on soit pas tout le temps d'accord. Voilà, c'est la vie, c'est chouette, mais j'écouterai le passage, j'écouterai le passage. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Vosgos qui dit faudra que tu écoutes, c'est tout à la fin. J'écouterai ça tout à l'heure dans le bus. Voilà, et puis quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Voilà, chacun se parle les uns, c'est important. Mon Hervéro qui dit je t'ai envoyé un mail, alors bouge pas, je consulte la boîte mail. J'ai rien reçu, mon petit pote. J'ai rien reçu. Est-ce que t'es tombé dans les spams? Non, j'ai rien reçu, donc tu mens. C'est une fake news. Non, je regarde le temps que ça arrive. J'ai rien, mon Hervéro, si jamais. Et Vosgos qui dit il n'y a pas mort d'homme. Mais évidemment, il n'y a jamais mort d'homme. On est d'accord. Les amis, aujourd'hui, je vous l'ai promis, ça fait 2-3 jours, je vous ai promis ça, je vais parler bouquin, on va parler littérature, vous savez mon petit plaisir, je vais vous partager vraiment un bouquin qui m'a régalé et j'aime ça, c'est un roman, tout ce qu'il y a de plus romanesque, mais ça fait du bien, je suis sûr que ça peut vous plaire, on aura un petit instant bouquin donc aujourd'hui, et j'ai un peu bouleversé le programme parce que je vais vous proposer une analyse, alors là attention, professeur milieu débarque, vous allez voir, il y a une analyse, ça va être quelque chose, je vais vous proposer un lien entre l'affaire Brigitte Macron et l'affaire Sarkozy. Voilà, on va tenter quelque chose, c'est aussi ça, le Juste Bistrot, on papote et on réfléchit de temps en temps. Voilà, ça fait plaisir. Bartounette qui nous dit bonjour, y a-t-il encore des places pour plan de campagne? Normalement oui, pour le spectacle à plan de campagne, normalement oui. Il en restait quand même pas mal sur cette date-là. Autant Paris, ça va vite être serré, autant plan de campagne, c'est une belle salle, c'est 270 places. Il en restait pas mal. Oui, sur le site, tu peux y aller. Vas-y, tu peux y aller. Y a pas de souci. Egir Twitch qui dit franchement Scholler a un illuminé, il dessert la cause. Alors merci à Pimouskassi pour le subprime 33e mois. Pour te répondre là-dessus, parce qu'on papote, vous savez, je prends vos messages et je vais pas fuir à certaines questions. Je peux comprendre que certaines positions, certaines analyses de Bertrand Scholler puissent sembler curieuses, originales, illuminées, chacun mettra son mot là-dessus. Moi, c'est précisément ce que j'aime bien chez lui. C'est que oui, parfois il y a des choses qui me semblent complètement saugrenues, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, on a eu un échange au téléphone où au départ je me disais mais qui est ce monsieur? Et en fait j'aime bien parce qu'il a le courage de ses idées, c'est-à-dire que oui ça peut sembler complètement illuminé,
mais il a le courage de ses idées. Et même s'il dit des conneries, par exemple, fut un temps, enfin il dit des conneries, comment dire, c'est pas ça que je veux dire. Même si parfois Bertrand Scholler tient des propos, tient des analyses qui ne se vérifient pas dans le temps, au moins il reste fidèle. Et ça, vous savez que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quand on a le courage de ses erreurs. Plus que le courage de ses idées, on a le courage de ses erreurs. De dire, voilà, je défends une analyse, je défends des idées, j'ai raison, j'ai tort, à la limite, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas ça le but. L'objectif, c'est de faire réfléchir les gens, de proposer des grilles d'analyse différentes et de montrer que oui, on peut se tromper, oui, on peut avoir des idées différentes, oui, on peut avoir des idées surprenantes, mais le plus important est d'avoir des idées. Je préfère 50 fois un Bertrand Scholler qui aura le courage de ses erreurs que quelqu'un qui va parler dans le sens du vent et passer de pro-Macron à anti-Macron patenté en 5 ans. Donc, c'est aussi ça que j'aime. C'est aussi ça que j'aime avec ce genre de personnage. C'est que je n'aime pas quelqu'un parce qu'il a tout le temps raison. Je n'aime pas quelqu'un parce qu'il est tout le temps d'accord avec moi. Au contraire. Au contraire, et vous le savez, dans la famille Juste Milieu, on essaie de défendre ça, vous le savez les amis, on essaie de défendre la possibilité d'être en désaccord, la possibilité d'avoir raison, la possibilité d'avoir tort, sans que cela fasse de nous des personnes meilleures ou moins bonnes. Moi, ça m'emmerde, les plateaux où tout le monde est d'accord et tout le monde a l'avis qu'il faut dans le sens du vent, ça m'emmerde. Donc c'est pour ça, je pense que dans la vraie vie, on est entouré de gens qui parfois ont tort, qui parfois ont raison, et on nous a trop vendu un modèle où en fait il faut tout le temps avoir raison, quitte à aller dans le sens du vent, et finalement ne jamais avoir d'idées, en vérité. On a les idées du vent, et ça m'enquiquine. Et j'ai Twitch qui nous dit là-dessus, mais même quand il a tort, il ne le reconnaît pas, donc de quoi parles-tu ? Moi je trouve que sur Trump, par exemple, Bertrand Scholler est passé d'une position peut-être très favorable, on va dire, et aujourd'hui, au vu des agissements de Trump que personne ne pouvait deviner, il a plus de recul et il a une position qui a changé. Comme dit, je préfère largement ça que des gens qui prétendent défendre certaines choses et qui, pour le sens du vent, par opportunisme ou pour un peu de lumière, vont se mettre à défendre l'inverse et adopter des postures contradictoires. Merci à 974 Dallon pour le sub 27e mois, merci les amis. Donc, voilà, mais après, chacun son point de vue là-dessus. Et effectivement, je pense qu'on refera une interview avec Bertrand, un de ces quatre, avec plaisir. Véronique Est qui nous dit « Bertrand est un ami, je ne suis pas non plus toujours d'accord avec lui, et je te rejoins Rémi, c'est quelqu'un qui est fidèle et honnête. » Voilà, vous le savez, je pense que, et même dans les médias alternatifs, partout en fait, médias mainstream, médias alternatifs, dans la vraie vie, quelqu'un qui a toujours raison, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est toujours d'accord avec vous, ça n'existe pas. Et je ne vais pas remettre le couvert là-dessus, mais c'était l'un des pans de ma critique sur ce que deviennent les médias alternatifs, c'est qu'on devient des chaînes qui sont tout le temps d'accord avec notre public à un moment donné. Tu vois, t'as éteint les lumières, tu vois, faut pas que j'en reparle. Moi, je trouve ça problématique. Dans un modèle mainstream, évidemment, tout le monde est là pour faire de l'audience, il y a des enjeux importants. Donc, dans les médias mainstream, il y a rarement de la contradiction. Et puis, un média qui est censé être positionné de tel ou tel bord n'ira jamais à l'encontre de ce que son auditoire veut entendre. Regardez CNews, vous allez vite comprendre. Ou écoutez France Inter, vous allez vite comprendre. Ce qui m'embête, c'est quand les médias alternatifs font la même chose, alors que nous étions précisément un espace où il était possible d'entendre des voix dissonantes, et même des voix dissonantes entre elles. Et c'est là où c'est passionnant. Si on se met nous-mêmes à faire des plateaux où tout le monde est d'accord, il n'y a aucune aspérité, et celui qui s'est trompé une fois, on ne se retrouve en présence que de gens qui pensent dans le sens du vent et qui sont prêts à défendre tout et son contraire à 6 mois d'intervalle. En fait, je vois pas vraiment l'intérêt, mais c'est pas grave, une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut. C'est précisément parce que je défends ce genre de posture que je me fais pas l'avocat de dire lui il a raison, lui il a tort, lui une fois il a raison, lui une fois il a eu tort, faut l'excommunier. J'ai jamais dit ça, quoi qu'on ait essayé de me faire dire. Donc c'est au contraire, je défends le fait que nous proposons des médias humains avec des erreurs, avec des contradictions, avec des choses comme ça. Et je trouve ça plutôt important. Merci à Rotenjo pour le subprime 9e mois. Merci les amis. Donc voilà un petit peu sur tous ces sujets-là. Bon, on en reparlera. Pas tout de suite, ça suffit maintenant. Ça suffit les conneries. Alors, on y va parce que je veux un petit instant qui fait du bien. Un petit instant qui fait du bien, où je reviens à mes premières amours. Enfin, un prix Goncourt qui nous régale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. C'est le Goncourt 2023, donc il y a 2 ans maintenant. Le Goncourt 2023, et je me suis régalé.
pas de faux suspense, je voulais vous en parler par pur plaisir. Voilà, c'est pas un sujet polémique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de scandale. C'est juste un roman qui fait du bien et un roman que j'ai trouvé extraordinaire. Vraiment, et en plus un Goncourt. Comme quoi, ça rassure parce que c'est vrai qu'on peut facilement avoir l'image du prix Goncourt comme d'une récompense littéraire qui devient peut-être un poil surannée, peut-être une récompense de l'entre-soi de temps à autre. Et là, vraiment, il y a un roman qui peut plaire à tout le monde. La personne qui lit un livre par an, comme la personne qui en dévore toutes les semaines. On a vraiment un roman que je trouve universellement bon. Voilà, ça reste mon avis subjectif, mais je voulais vous en parler. Alors, Jean-Baptiste Andréa, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un auteur que l'on croise dans les librairies ces dernières années, qui est plutôt beau vendeur, scénariste de métier, si je vous dis pas de conneries, qui s'était fait remarquer avec Marraine en 2017, en 2 mots. Il nous a écrit plusieurs livres, hein, je vous lis pêle-mêle, hein, je peux vous dire, je les ai pas tous de tête, donc je vérifie aussi. Le premier, c'était Marraine en 2017 chez l'Iconoclaste, qui est une bonne maison d'édition. Ensuite, il y a eu Des Diables et des Saints, toujours chez l'Iconoclaste, et Veiller sur elle, sorti chez l'Iconoclaste, maintenant en format poche chez aux éditions proches, et Goncourt en 2023. Donc Jean-Baptiste Andréa, je vous le disais, scénariste de profession, qui a écrit des scénarios pour le Cinoche notamment, et qui a même réalisé 3 films. Par exemple, là je suis sur la fiche Wikipédia parce que ça pour le coup je ne savais pas. La Confrérie des larmes en 2013 avec Jérémy Régnier et Audrey Fleurot, tu vois, par exemple. Donc on a quelqu'un qui vient du monde du cinéma et effectivement ça se ressent. Ça se ressent dans ce bouquin. Alors, l'histoire de Veiller sur elle, parce que ça commence comme ça, et je vais essayer de vous donner envie de le découvrir, ce livre, sans vous raconter, sans vous divulgacher, comme disent nos amis québécois, sans vous spoiler l'histoire. Nous partons à la découverte d'un sculpteur, un sculpteur italien, surnommé Mimo, donc qui est très jeune. Sa famille vient en France, sa famille italienne émigre en France au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Et donc, il n'est pas encore sculpteur à ce moment-là, c'est un jeune ado qui fait sa vie. Des faits de vie, des événements vont faire qu'il va retourner en Italie, auprès d'un proche de la famille. Et de là, il va se prendre de passion pour le métier de la sculpture, le travail de la pierre. Et on va suivre l'évolution de ce personnage à travers les époques, parce qu'il va traverser des guerres, il va traverser des époques très marquées socialement, notamment en Italie, l'Italie des années 30, évidemment. Et on va suivre l'évolution de ce jeune garçon qui devient un jeune adulte, qui a une particularité, vraiment je ne vous donne pas d'éléments cruciaux de l'intrigue, vous inquiétez pas, c'est qu'il a une sorte de malformation physique qui le fait un petit peu ressembler à, comment il s'appelle ce peintre là, ce peintre qui avait un problème un peu identique, le peintre français des années folles là. Toulouse-Lautrec, voilà, Toulouse-Lautrec. Donc c'est un personnage particulier, sur le fond comme sur la forme, si j'ose dire. Et nous allons suivre ses aventures, ses amours, tout ça. Je vous en dis pas plus. Donc on a une histoire qui nous fait voyager à travers les pays, qui nous fait voyager à travers les époques. Et on va découvrir la vie de ce sculpteur. A-t-il vraiment existé ? On va nous parler d'œuvres qui, elles, ont vraiment existé. Le sculpteur, peut-être que oui, peut-être que non, tout ça, vous verrez. Mais vraiment... je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire qui peut d'ailleurs sembler, somme toute, assez classique. Hein. On suit la vie d'un personnage à travers le temps, à travers l'espace, à travers des moments politiques, des moments sociaux qui dépassent finalement le personnage. Et on va voir comment il évolue là-dedans. Donc il n'y a pas forcément rien, il n'y a pas forcément grand-chose de révolutionnaire là-dedans. Mais je vous le disais, on est vraiment dans ce genre de roman qu'on ne décroche pas. C'est-à-dire que c'est un roman qui est un petit peu épais, hein, je ne vais pas vous mentir, il fait 500 pages. Je l'ai bombardé en 3 jours. Parce que je me suis régalé, vraiment régalé. C'est que on n'a pas une immense galerie de personnages, donc on s'accroche assez vite aux situations, aux personnages en présence. On a un contexte historique et social qui est très fort, donc ça permet vraiment d'enrichir l'histoire. Et on a la configuration d'un comment on dit ? Il y a un nom pour ça, bon ça m'échappe. Quand un personnage principal va d'aventure en aventure, un roman d'initiation, voilà, un roman initiatique, c'est ça, où il y a un personnage qui va d'aventure en aventure, on le voit évoluer comme ça, et surtout il y a une histoire d'amour qui est sublime. Et là c'est mon petit cœur d'artichaut qui parle, voilà, j'aime l'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a une histoire d'amour qui est formidable avec une
une fille, un personnage qui s'appelle Viola, qui est dans la quatrième de couverture du livre, hein, donc je vous révèle rien, on l'apprend dès le début. Et il y a une histoire d'amour qui est extraordinaire, qui est presque un petit peu même onirique, presque un petit peu fantastique, et qui donne justement à ce roman le petit truc en plus qui fait basculer un roman qui semble classique vers le statut de roman que l'on n'arrive pas à décrocher, un roman qu'on a envie de commencer, de finir immédiatement parce qu'on est embarqué. On est vraiment embarqué. C'est là qu'on retrouve peut-être les qualités de scénariste de l'auteur, c'est qu'on a quelque chose de très visuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes, vous allez voir, et dans la construction du roman qui nous fait des allers-retours passé-présent, il y a beaucoup de scènes qui sont extrêmement visuelles. On arrive vraiment à imaginer, on est embarqué en fait dans ce qu'on lit, avec une langue qui est très belle. Il y a de très belles phrases de jour, il y a de très belles tournures, de très belles expressions, mais c'est une langue qui est assez accessible en vérité et qui pourra accrocher tout le monde. C'est ce que je vous dis. C'est ce qui me plaît avec ce livre, et je suis d'autant plus heureux qu'il ait eu le prix Goncourt, on en reparlera dans quelques minutes, c'est que c'est un roman qui peut plaire à tout le monde, j'en suis persuadé. Si vous êtes un lecteur aguerri, vous allez vous régaler parce qu'on a quelque chose d'assez innovant, on a une histoire qui embarque avec des tournures d'écriture qui rappellent vraiment la scénarisation d'un film au cinéma, donc c'est quelque chose d'assez rare en littérature finalement. Et si vous n'êtes pas du tout un gros lecteur, vous allez vous régaler parce qu'on se retrouve avec une histoire où il y a ce qu'on aime en vérité. Il y a ce qu'on aime, il y a une histoire d'amour, il y a de l'évolution, il y a des personnages qui sont très attachants, des personnages qui ne le sont pas du tout, et on a quelque chose qu'on imagine absolument bien, qui est même un petit peu découpé comme une série d'une certaine manière. Je vous parle de cinéma, mais on a une évolution qui rappelle peut-être celle des épisodes d'une série. Vous allez voir avec des chapitres qui s'entrecroisent et qui donnent envie de découvrir la suite. Donc quelque chose de très moderne en fait dans la forme, avec une histoire qui finalement se déroule plus d'un siècle derrière nous. Donc ce roman vraiment les amis, je vous le conseille, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est toujours le problème quand on parle d'un livre, c'est que j'ai vraiment envie de vous partager ce plaisir, mais je peux pas trop vous en parler. Bah oui, parce que sinon vous n'aurez plus le plaisir à le découvrir. Roman formidable et je vous le disais, prix Goncourt qui régale. Parce que, pour parler un peu du prix Goncourt, ces dernières années, je trouve que c'était pas Jojo. Hein. On a l'impression que le prix Goncourt, c'est quand même un petit peu un poil d'entre-soi, où c'est pas super brillant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, petite parenthèse là-dessus, sur le prix Goncourt, il faut savoir que, parce que ça nous est tous arrivé, on tombe, tu sais, sur des gens qui se prennent pour des fins lettrés. C'est des gros lecteurs qui ils ont tout lu, ils te disent vous savez moi les romans aujourd'hui j'en lis plus, je lis surtout les prix Goncourt, les machins, parce que les romans vous savez c'est nul. Alors pour la petite anecdote, le prix Goncourt a été lancé par les frères Jules et Édouard Goncourt, qui à l'époque s'était battu justement contre le fait que le roman était très mal perçu. D'où l'expression roman de gare. Quand on vous parle d'un roman de gare, c'est juste qu'à l'époque, les romans s'achetaient dans les gares. Parce que la société qui avait accès aux bouquins, donc je vous dis ça, on est au milieu du 19e siècle, même si la culture commençait un petit peu à se répandre, mais il n'y avait pas un accès comme aujourd'hui, le roman était très mal vu. C'était l'équivalent, si vous voulez, aujourd'hui du manga, par exemple. C'était une forme artistique qui était très mal perçue avec une société bourgeoise qui préférait lire des essais et des travaux intellectuels. Et le roman, c'était pour les guignols, c'était léger, c'était du divertissement. Et les frères Jules et Édouard Goncourt, qui avaient un petit peu de pognon, justement voulaient mettre en avant la figure du roman, qui était quelque chose d'extraordinaire. Dès le premier roman, on considère généralement que c'est le Don Quichotte de Cervantes, par exemple, au XVe siècle. Le roman, c'est vrai que c'est du divertissement, où on est dans la fiction, dans l'imagination. Et donc Jules et Édouard Goncourt ont fondé le prix Goncourt, justement avec l'intention de faire un pied de nez à cette société bourgeoise de l'époque, qui rejetait le roman et qui trouvait que c'était bidon. Et aujourd'hui, le prix Goncourt est presque devenu ce qui était combattu au départ, si j'ose dire. Le prix Goncourt est devenu un peu la vision de cette littérature, peut-être pas forcément élitiste, mais réservée, on va dire. C'est-à-dire que le prix Goncourt, alors évidemment, c'est de la littérature, mais le prix Goncourt, à mon avis, ne célébrera jamais un thriller, un polar. On est vraiment dans du roman extrêmement classique, extrêmement cadenassé. Et ce qui est dommage, parce que c'est un petit peu l'inverse de ce qui était défendu par les frères Goncourt au départ, qui était de faire sauter les frontières entre les différents registres littéraires. Donc, c'est pour ça que je me permets cette petite parenthèse, parce que je trouve que le Goncourt, c'est paradoxal, parce que c'est un petit peu devenu le bouquin que tout le monde offre à tout le monde. C'est-à-dire que le Goncourt, c'est comme les Ferrero Rocher, tu vois, tu les retrouves à Noël. C'est-à-dire que
bon, même si t'aimes pas les Ferrero Rocher, t'as toujours une boîte qui traîne sous le sapin. Le prix Goncourt, c'est pareil. Ils en vendent 200, 300 000 chaque année, si ça marche très bien, jusqu'à 400 000, ça dépend. Et en fait, qui lit vraiment les prix Goncourt ? C'est ce qui est assez marrant, c'est que c'est généralement l'un des livres les plus vendus de l'année, mais qui prend du plaisir à lire un livre Goncourt, un prix Goncourt, en se disant, tiens, c'est gage de qualité, c'est gage d'accessibilité, d'ailleurs plus que de qualité, c'est-à-dire on va récompenser un livre qui a eu un écho populaire, mais qui a aussi eu un écho littéraire important. Le prix Goncourt se vend à partir du moment où il y a écrit prix Goncourt dessus, mais ça ne sont pas forcément des livres qui se vendent très bien. Ça rappelle évidemment la situation du cinéma. Vous prenez les Césars en France, c'était tout le combat de Danny Boone avec Bienvenue chez les Ch'tis, c'est de dire, en fait, vous vous récompensez entre vous sur des trucs qui font pas d'entrée. Vous récompensez des films qui vont faire des entrées à partir du moment où il y a un César qui a été obtenu. Et d'où la création du prix du public. Et encore, ça reste un truc un poil méprisant. De faire un prix pour un film populaire qui a été très bien vu au cinéma, c'est de dire, voilà... les ploucs, on vous a fait un truc à vous, mais en fait, nous, vous savez, ce qui se vend, ce qui est beaucoup vu, ce qui est populaire, c'est pas bon. Donc on va s'offrir des récompenses entre nous pour que ça fasse un petit peu plus d'entrées, un petit peu plus de ventes, mais pas trop, parce que sinon ça voudrait dire que c'est populaire. Donc je trouve que malheureusement, le Goncourt est devenu ce qui était combattu au début. C'est qu'il y a une vision un petit peu élitiste, un petit peu renfermée, voire poussiéreuse par moment. Si on prend la liste des derniers, pour en parler 5 minutes, on est en littérature. Vous savez, c'est mon petit plaisir, j'aime bien vous parler de tout ça. Donc l'année dernière, c'était Kamel Daoud avec Ouri. Alors, je ne l'ai pas lu. Pour vous dire, je ne les lis pas tous les jours. Vraiment, on va remonter là, les 20 derniers pour en parler un peu, mais je suis loin d'avoir tout lu. Et cette année, d'ailleurs, on apprendra le 4 novembre, le Goncourt 2025, si jamais ça vous intéresse. Jean-Baptiste André a veillé sur elle, donc je vous en parlais, qui a également eu le prix du roman Fnac, pour le coup, qui a un prix plus intéressant, je trouve, qui est plus ouvert sur le grand public. Si vous cherchez des prix littéraires qui sont... je dis pas plus intéressants, chacun fait son truc. Si vous aimez les Goncourt, achetez les Goncourt, mais il y a des prix, je trouve, qui sont plus gages de littérature accessible, agréable, on va dire. Et le prix du roman Fnac, généralement, est plutôt chouette. Brigitte Giraud, Vivre vite. Alors, je ne l'ai pas lu non plus, mais j'avais lu Un loup pour l'homme de Brigitte Giraud, qui était sorti en 2017-2018. C'était sur la guerre d'Algérie. C'était plutôt intéressant. Mohamed Bougarsar, avec La plus secrète mémoire des hommes. Il faut que je le lise. Il paraît qu'il est génial. J'en ai beaucoup entendu parler, il paraît que c'est génial. Ça, c'était en 2021. L'anomalie d'Hervé Letellier en 2020. Alors celui-là, je vous en avais parlé sur Juste Milieu, je crois, il y a quelques années. Chef-d'œuvre pour le coup. Je pourrais vous dire les mêmes choses que Veiller sur elle. L'anomalie, c'est un bouquin extraordinaire qui va vous retourner le cerveau. C'est-à-dire que Christopher Nolan à côté, c'est un Playmobil. Je vous le dis tout de suite. L'anomalie, bouquin extraordinaire qui raconte une histoire d'un avion qui disparaît. Je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait l'histoire est tellement folle que donner un élément, c'est déjà donner une clé. Et vraiment, alors celui-là, je vous le recommande. Si vous cherchez un roman qui va vous accrocher de bout en bout, avec une intrigue qui est presque celle d'un thriller, ce qui est dommage parce que ça pourrait l'être en vérité, mais bon, prix Goncourt, c'est des romans, c'est pas des thrillers. Chef-d'œuvre, vraiment chef-d'œuvre. L'anomalie d'Hervé Letellier, ouais, ça c'était 2020. 2019, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Jean-Paul Dubois. Moyen plus. J'ai pas détesté, mais moyen plus. Jean-Paul Dubois, il a quelque chose que j'aime bien, qui me rappelle comment il s'appelle, c'est Jean-Paul Didier Laurent, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est dans le registre en fait. Ouais, c'est Jean-Paul Didier Laurent que je préfère. Dans le registre de le truc de Jean-Paul Dubois, ce livre-là raconte l'histoire d'un personnage, on va dire très lambda. Monsieur tout le monde, à qui il arrive des bricoles, et on va dire que Jean-Paul Dubois est peut-être un peu moins rigolo. On part pas dans un univers vraiment surprenant, donc j'étais pas comme un dingo sur celui-là, mais par contre si vous cherchez des romans pour rire, vraiment des romans pour rire, il y a Fab Caro, vous le savez, je suis amoureux. Je vais bientôt faire une vidéo sur Fab Caro parce que je suis amoureux de lui. Je le trouve extraordinaire. Qui a écrit Le Discours, qui a été adapté en film avec Benjamin Laverne. Il y a 4 ans maintenant. Donc Fab Caro, je ferai une vidéo sur lui parce que je suis amoureux de ce type. Mais il y a un type que je vous recommande, c'est Jean-Paul Didier Laurent, qui a écrit Le Liseur du 6h27. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait été pas mal remarqué. Et qui a vraiment cette capacité à écrire des histoires qui n'ont
En fait, c'est, pour faire simple, c'est quand le bizarre rentre dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Et c'est à crever de rire. C'est à crever de rire parce que ça imagine des situations complètement dingues où vraiment vous allez vous marrer devant un bouquin, ce qui est quand même assez rare. Vous allez rire. Et alors là, Jean-Paul Didier Laurent, je vous le recommande. Et il y en a un autre aussi, si jamais. C'est Ma vie avec. C'est pas Ma vie avec Boniface, c'est comment ça s'appelle Merde. Faudrait que je vous le retrouve, c'est pas grave, je sais plus, c'est Ma vie avec quelque chose. Bon, c'est pas grave, qui est un peu dans le même registre, mais vraiment, vous pouvez y aller, Jean-Paul Didier Laurent, c'est vraiment rigolo, c'est très agréable, vraiment, vraiment chouette. On revient sur les Goncourt, on se fait les 10-15 derniers. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Alors là j'étais bien emmerdé. J'avais fait une vidéo sur Let It Be à l'époque. Je peux pas blairer ce mec, je peux pas blairer ce livre, mais je suis obligé de reconnaître les qualités du bouquin. C'est-à-dire que ça a été la grande mode dans la littérature française à un moment donné. Ça a été la grande mode des bouquins écrits par des transfuges de classe. Vous avez par exemple Édouard Louis, qui est un mec qui vient de la France profonde, en tout cas qui use et abuse de sa provenance sociologique, pour écrire des bouquins où il chie sur la France profonde. En disant, ouais, mais en fait, vous comprenez... moi, je viens de... Tu sais, j'ai fait le Vietnam, quoi. C'est vraiment le vieux soldat, quoi. Je viens de cette France-là, donc je peux me permettre de pisser dessus parce que je sais ce que c'est. En plus, avec sous couvert de lutte contre l'homophobie, tout ça, donc la totale. Ce qui fait, en fait, de ces romans écrits par Édouard Louis, donc Nicolas Mathieu, il y en a d'autres. Il y a Lydie Savert qui avait écrit Tout homme est une nuit. C'est un peu le même délire. Édouard Louis, c'est celui qui a écrit En finir avec Eddie Bellegueule, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu Histoire de la violence également. Et en fait, c'est ce côté transfuge de classe de dire, en fait, je viens d'un monde que vous ne connaissez pas, vous, monde bourgeois de la littérature française, et moi, en fait, un petit peu comme un reporter de guerre, je vais vous raconter ce que c'est. Donc à partir du moment où vous parlez d'un monde que des gens ne connaissent pas, vous pouvez dire n'importe quoi. Et c'est exactement le problème de ces livres, à mon sens. Tout homme est une nuit, de Lydie Savert, qui est sorti pareil en 2018-2019. C'est l'histoire d'un mec citadin à qui il arrive des problèmes parce que sa femme l'a quitté, parce qu'il a 3 poils au cul. Il arrive dans un bled paumé dans la France profonde. Et en fait, il va au bar et comme par hasard, tous les gens sont bourrés, tu vois. Et le Ricard, l'alcool, ils tapent leur femme et ils aiment pas les pédés, tu vois. Je prends volontairement des mots excessifs parce que cette littérature est excessive. Elle me sort par les oreilles. Je ne supporte pas cette littérature de transfuge de classe. T'en as aussi un autre qui est sociologue, Pascal Héribon, par exemple, qui a écrit Retour à Reims. C'est la même famille. D'ailleurs, Pascal Héribon, il est en couple avec Édouard Louis. Donc tu vois, le monde est petit. Ou alors avec Geoffroy de la Gannerie, là, je sais plus, là, c'est les To Be Free des conneries. Donc c'est le même délire. Annie Ernaux, c'est un petit peu le même délire. Pour d'autres raisons, pour le coup, parce qu'elle a vécu des choses vraiment lourdes. Donc c'est un autre rapport. Mais à un moment donné, c'était la mode, en fait. Les maisons d'édition se régalaient à publier un peu, tu sais, des récits de guerre de « J'ai connu la France profonde ». Comme si, vraiment, c'était le Darfour, en fait. Et ce qui m'embête avec Nicolas Mathieu et Leurs enfants après eux, c'est que le bouquin est dans cette veine-là. C'est moins excessif qu'Édouard Louis, il ne faut pas déconner non plus. Mais le bouquin est très bien écrit. Franchement, c'est très, très bien écrit. Nicolas Mathieu a sorti il y a 2 ans Connemara, donc un peu la suite d'une certaine manière de Leurs enfants après eux. C'est extraordinaire. C'est extraordinairement bien écrit, alors que je déteste le mec, et je déteste surtout Leurs enfants après eux. Connemara est un peu mieux, mais Leurs enfants après eux, c'est vraiment l'histoire dans l'Est de la France. On suit le destin de... je crois qu'il y a 3-4 ados, si vous voulez, mais des ados plus jeunes adultes, qui sont en fait un petit peu enfermés dans leur coin perdu de France, et donc forcément... les premiers rapports sexuels, l'alcool, le chômage, enfin, tu sens qu'il y a quand même une certaine tendresse par rapport à l'endroit d'où vient Nicolas Mathieu, on ne peut pas lui enlever ça, mais je trouve qu'il y a un côté transfuge de classe dans cet aspect, on va charger la mule, qu'il n'y ait pas trop de tendresse pour que je puisse me faire accepter par le monde dans lequel je veux aller. Et c'est un truc que, vraiment, dans Leurs enfants après eux, j'ai pas du tout aimé. Il a été adapté en film d'ailleurs il n'y a pas longtemps. J'ai pas osé le voir parce que je sens que ça allait me gonfler. Mais je vous conseille plutôt Connemara si vous voulez découvrir Nicolas Mathieu.
qui raconte sensiblement la même histoire, mais avec des adultes qui ont du boulot, toujours dans un coin un peu perdu de France. Et là, on a quelque chose que j'ai trouvé beaucoup plus, peut-être pas respectueux du sujet, mais en tout cas beaucoup plus, comment dire, pertinent, cohérent. Voilà, cohérent. Par contre, dans ce registre, là, je suis lancé, les amis. Je suis lancé en littérature, je partage. Après, vous inquiétez pas, on parlera Brigitte Macron, Sarkozy, on parlera actualité. Mais je partage ça. Voilà, je partage mon petit plaisir, vous le savez. On s'en fout si les gens aiment pas, si ça leur plaît pas les livres, bah, c'est pas grave, chacun son truc. Mon petit plaisir, c'est de vous partager ça. Je vous recommande un livre d'une femme qui est parfaite. Alors ne dites pas ça, Madame Milieu, je trouve qu'elle est parfaite. Une auteure flamande qui s'appelle Lise Spitt. Et dans la catégorie récits de jeunes adultes dans des coins reculés où la vie n'est pas la même que dans les grandes villes, je vous conseille Débâcle de cette auteure flamande qui s'appelle Lise Spitt. Vous n'allez pas pouvoir le louper parce que regardez la couverture du livre. La photo est vraiment marquante d'une gamine qui fume une clope. Donc c'est une photo artistique, hein, évidemment. C'est un bouquin extraordinaire. Et je vous conseille Lise Spitt, Débâcle, vraiment. C'est plus dur, hein. C'est plus sombre que certains trucs que je vous ai recommandés jusqu'à présent. Mais vraiment, là, on touche à la vraie vie. C'est dur parce que c'est vrai. Et bouquin extraordinaire. Et d'ailleurs, Lise Spitt, je vous en reparlerai bientôt parce qu'elle a écrit un chef-d'œuvre qui est pour moi l'un des rares livres qui fait écho directement à ce que nous avons vécu avec le Covid, notamment en termes de conséquences psychologiques. Son nouveau livre qui s'appelle « Je ne suis pas là », qui est celui-ci, si vous voulez le lire, c'est publié chez Babel en édition poche. Et qui raconte comment un couple de jeunes adultes à qui la vie réussit, ils ont 30 ans, tout leur réussit, ils ont du boulot et du machin, et il y en a un qui va vriller, il y en a un qui va péter les plombs dans cette société qui nous rend tarés. Et je vous en parlerai, je ferai une vidéo entière sur ce livre, parce que rien que vous en parler, ça m'a mis les frissons, je l'ai trouvé extraordinaire. Donc j'adore Lise Spitt, et en plus, pour faire un petit commentaire voilà, de bas niveau, je trouve que c'est une femme qui écrit remarquablement bien, et je trouve que c'est une femme qui est très belle, qui a tout pour elle, c'est une jolie femme, c'est une femme qui écrit bien, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, ça c'est Lise Spitt. On revient à nos concours. 2017, Éric Vuillard, l'ordre du jour, pareil, bouquin magnifique, bouquin extraordinaire, qui raconte comment les principaux industriels allemands, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ont copiné avec l'état-major nazi et Hitler en premier lieu pour s'arranger, pour faire des affaires, en sachant très bien que l'humanité était au bord de l'abîme. Extraordinaire. Éric Vuillard, pour moi, c'est top 20 de mes auteurs préférés. J'aime tous ses livres, je les ai quasiment tous lus. Cette capacité à nous plonger dans l'histoire avec une langue qui est ciselée, qui est remarquable. Donc là, pour le coup, il y a une période où je trouve que le prix Goncourt était vraiment de qualité. Alors après, c'est subjectif, évidemment. Il y avait des bouquins qui pouvaient plaire à tout le monde. Et vous allez voir que les années avant, c'était pas ça. 2016, Chanson douce de Leila Slimani. Formidable Leila Slimani également. Chanson douce, qui est l'un des meilleurs premier chapitre que j'ai lu. Le premier chapitre de Chanson douce, c'est un chef-d'œuvre de rythme, de densité, cette capacité à plonger le lecteur dans une histoire qui est terrible. Hein. C'est une famille qui fait garder son gosse, et en fait le gosse va avoir un accident très grave. Et le livre commence par la fin. Donc vraiment, chef-d'œuvre. Là encore, je crois qu'il y a eu un film, j'ai pas vu non plus. Mais vraiment, Chanson douce que je vous recommande, le Leila Slimani, qui est vraiment intéressant. 2015, Mathias Sénart, Boussole. Pareil que Mathias Sénart, c'est un peu pompeux, j'ai pas lu. Après, on a eu du Lydie Savert, Pas pleurer en 2014. Lydie Savert, que j'aime pas du tout en vérité, je peux pas blairer, donc voilà. Pierre Lemaître, Au revoir là-haut en 2013, ça c'était chouette, ça c'était vraiment chouette. Et puis après, bon, tu vois, 2010, Michel Houellebecq, La carte et le territoire. Après, ça nous rajeunit pas. Putain, ah ouais. Pascal Quignard en 2002, c'est vrai. Bon, je vais pas vous faire toute la liste parce que ça commence en 1903. Jean-Antoine No, Force Ennemie, tu vois, donc on va pas faire toute la liste. Donc voilà les amis, je voulais vous parler de ça, donc je le redis. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est certifié juste milieu, je vous le garantis, vous allez vous régaler les amis, parce que la littérature c'est bien, c'est sympatoche, n'ayez pas peur de lire des livres, c'est pas chiant, il s'agit juste de trouver les bons. Regarde, c'est comme les présidents, hein, ils sont pas tous nuls, il s'agit de trouver le bon finalement. Je prends vos conseils bouquins, allez-y les amis, avant qu'on revienne dans la pesanteur de l'actualité.
Je prends vos conseils lecture si vous avez des livres que vous voulez partager aussi. Je lis vos messages. On a Natimimo47 qui dit dans la littérature romanesque qui transporte et qui traverse de Barbé d'Aurevilly, la putain respectueuse, à Schnitzler, Mademoiselle Else. Alors tu vois, je connais pas. Schnitzler, je connais pas du tout. On a quoi d'autre? Tac. Natimimo47 qui dit je me tais, mais un petit bonheur cette chronique, merci à tous. Mais non, vas-y, n'hésite pas. Donnez vos conseils, les amis, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Mon Karim, CHU Haute-Pierre qui dit ça a l'air du même calibre que Ken Follett. Étant un grand lecteur, hâte de le lire, tu me donnes envie de l'acheter. Alors, c'est vraiment un autre délire, hein. Vraiment un autre délire, Ken Follett, Jean-Baptiste Andrea. Mais il y a cet aspect scénaristique. C'est vrai, on peut le retrouver avec quelque chose qui accroche, mais on est sur deux délires différents. On est vraiment sur deux délires différents. Avec peut-être l'histoire comme point commun, c'est possible. Jarmel67 qui dit les romans de Muriel Barbery, écriture très fine, absolument. Muriel Barbery, l'élégance du hérisson, magnifique. Roman magnifique, vraiment que je vous recommande, qui a été adapté en film aussi, avec Josiane Balasco, je crois si je dis pas de conneries, qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Neutronland qui dit Ken Follett, j'adore. La Girafe 84, j'ai commandé, je ne suis pas là hier. Et ben voilà, tu vois, tu vas te régaler. Franchement, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Philanthrope qui dit mon cousin sort son premier roman autobiographique, L'Entroubli, chez Tripod. Alors Tripod, bonne maison d'édition en plus que j'aime bien. Et ben voilà, la pub est passée, donne son nom, comme ça on fait la pub avec plaisir. Je le connais pas, mais attends, c'est le cousin de Philanthrope, c'est la famille. Rick Stasi, Romain Gary, à partir de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est sûr. L'impuissance masculine, mais superbe écriture. Alors, il faut que je le lise. Je connais Romain Gary, mais je connais pas celui-là. Mithridate, et tu parles de livres, mais il y a aussi les livres audio qui sont excellents. Moi qui suis un travailleur manuel dans mon atelier, ça me permet d'en écouter plein. Tout à fait, tu fais bien de le rappeler. John Wish, Cannibal de Didier Daninx. Je crois que j'ai jamais lu Didier Daninx. Jamais. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça vaut le coup. Mon Hervéro qui dit j'aime bien Bernard Werber avec sa série Nous les dieux, ou bien La prophétie des abeilles, c'est vrai qu'il est sur les fourmis. Moi j'avais lu les fourmis, et j'avais lu je crois les 2 premiers tomes, l'histoire des chats. J'aime bien Bernard Werber aussi, ouais. Et FFLNA qui dit merci Rémi, tu me donnes envie de me remettre dans la lecture. Ben voilà, c'est aussi ça, partager les plaisirs. Et je vous assure vraiment c'est chouette la lecture, ça fait du bien. Pour quitter un peu ce monde de tarés, allons nous plonger dans d'autres mondes, voir ce qui se fait ailleurs, puis ça apaise. Je trouve que ce que j'aime dans la lecture aussi, c'est que quand tu es dans un livre, bah, tu peux pas être ailleurs. Tu peux pas être ailleurs parce que tu es déjà ailleurs. Elle est belle celle-là ou pas? Ça va finir dans un hit de Christophe Maé. Non, mais c'est vrai. Quand tu arrives à te plonger dans la lecture, tu n'as pas d'autre choix que d'être dedans. Autant un film, tu vois, tu peux sortir ton téléphone et faire à peu près les deux. La lecture, c'est impossible. Tu peux pas faire 2 choses à la fois. Quand tu lis, tu lis. Et donc, c'est ce qui est plaisant, c'est vraiment ce qui est plaisant. C'est une expérience qui nous coupe un peu du monde, et ça fait du bien d'avoir cette petite bulle. Mais lire, c'est pas forcément devenir un expert en littérature du XVIIIe siècle et membre de l'Académie française. 15 minutes par jour, c'est déjà passionnant, parce que ça va vous couper du monde. Et puis après, que vous lisiez des BD, des romans, du manga, n'importe quoi, c'est l'acte de lire qui est intéressant et qui fait du bien. C'est pas forcément ce que vous lisez. Je vous avais déjà parlé de ça, mais je préfère 1 million de fois discuter avec un fan de Tintin ou des Schtroumpfs, par exemple un fan de BD. Je préfère 1 million de fois parler 1 heure avec quelqu'un comme ça qu'avec quelqu'un qui n'est pas fan de Marcel Proust, qui a lu la moitié de la recherche du temps perdu, et qui vient de casser les couilles en se prenant pour un expert de la littérature. Je préfère 1000 fois un passionné que quelqu'un qui fait semblant d'être un lettré, tu vois. Et donc, vraiment, n'ayez jamais honte de ce que vous lisez. Au contraire, c'est trop bien. Si vous aimez les mangas, ça régale. Les mangas, il y a des trucs super. C'est toujours mieux qu'un bouquin de Marlène Schiappa, dites-vous. Alors ça, on est certain. Mon Karim Pierre qui dit en train de lire Le problème à 3 corps de Liu Cixin en 3 tomes, très prenant, j'ai du mal à m'arrêter, faut que je l'attaque, on en a beaucoup parlé. Mais c'est toi en plus mon Karim, je sais plus si tu m'en as pas parlé quand on s'est vu à Strasbourg. Neutronland qui dit La route c'est terrifiant mais génial, No Country for Old Men du même auteur, Cormac McCarthy, j'avais lu ça quand j'étais en prépa, c'est vrai. Célix Alba qui dit je suis d'accord avec toi, mais quand on est adulte, enfant, je trouve que c'est plus compliqué, je trouve que c'est bien de montrer tout ce qui existe, complètement d'accord avec ça, les amis. On va enchaîner, je suis content d'avoir fait cette petite parenthèse littéraire avec vous, voilà, ça fait plaisir. Los
Copinos. Et on va aller dans l'actualité parce que oui, il faut retourner dans la pesanteur de notre monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui fais les sujets, c'est la vie, c'est comme ça. Et on va parler évidemment, le procès Brigitte Macron. Vous avez vu, on en parle. Je vais vous proposer quand même des choses différentes. Et oui, parce que Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, même combat. Je vais oser cette analyse devant vous, cet exercice pour vous ce soir, les amis. Je vais oser cette analyse parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en dire. Alors, le procès Brigitte Macron, vous avez vu, c'est le sujet à la mode. Évidemment, on en parle, on a 10 personnes qui sont poursuivies aujourd'hui. Je le redis, soutien à ces personnes-là. Il y a des personnes médiatiques comme Amandine Roy, Bertrand Scholler ou Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, mais il y a aussi des inconnus au bataillon qui ont le malheur de partager des blagues. Donc, évidemment qu'on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Ce procès est un procès, peut-être pas politique, mais un procès intellectuel pour faire peur aux gens. Et le couple Macron a bien l'intention de dire « Regardez, on peut vous trouver qui que vous soyez, connu, pas connu, reconnu sur les réseaux sociaux ou pas. » Donc, il y a évidemment une volonté d'intimidation, avec de la propagande, avec une mobilisation de la sphère médiatico-politique. C'est tout ce qu'on va scruter et c'est tout ce qu'on va décortiquer. Et je pense qu'il y a un lien entre la gestion médiatique du procès Brigitte Macron et la gestion médiatique de la condamnation de Nicolas Sarkozy. C'est ce que je vais essayer de développer devant vous. On a évidemment, hein, je reviens là-dessus, c'est important, dans les 10 personnes poursuivies par Brigitte Macron, vous avez une personne handicapée à 80% qui n'a même pas pu assister à son procès. Pour vous dire où on en est. Mais tout ça a un sens. Et je pense que, et je dis ça sans trop de certitude, ça n'est que mon avis, j'insiste là-dessus, je ne vais pas le dire toute la vidéo, c'est une analyse subjective que je vous propose, et le plus important est de créer de la réflexion. Je ne crée pas de la vérité, je crée de la réflexion, et vous allez être d'accord ou pas. Donc, pour remonter un peu le dossier de l'affaire Brigitte Macron sur ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu, c'est la propagande à la mode, c'est-à-dire que nous sommes passés d'une théorie du complot concernant cette histoire de mystérieuse zigounette, nous sommes passés d'une théorie du complot qu'il ne faut surtout pas évoquer, de peur de trop la médiatiser, à le sujet numéro 1 dont tous les médias parlent, et on a des trucs, mais de taré. Alors, je vous ai pris plein de petites séquences médiatiques façon popcorn hein, pour se mettre ça sous la dent. On a eu, par exemple, forcément les fact-checkers qui étaient sortis, Tristan Mendes France, évidemment, hein, les pompiers de la connerie, les sapeurs-pompiers de la connerie médiatique, qui est venu nous expliquer ce qu'il fallait penser. Qui n'ont pas de bonnes options face à ce type de harcèlement. Évidemment, il n'y a que 2 choix. On se tait ou on agit. Ouais. Elle a dit j'agis. Bah oui, et donc c'est un choix qui est parfaitement légitime, mais je pense qu'il faut effectivement agir à partir d'un certain seuil de viralité. Ouais. C'est devenu global, c'est devenu tellement toxique. Mondial. Et mondial, bien sûr. Donc c'est légitime qu'elle réagisse. Mais dans les 2 cas, ce qui est terrible, c'est qu'on est face à une sorte de, moi j'appelle ça une sorte de théorie complotiste zombie qui survivra à la fois aux faits et aux procédures judiciaires. C'est des théories qui vont survivre comme celle du 11 septembre ou l'alunissage. C'est ça qui est terrible. On a basculé. Voilà, donc alors des séquences, je pourrais vous en sortir des plombasses, mais à la limite, bon, vous les avez vues comme moi, tu vois, t'en as eu enfin, tu tapes Brigitte Macron sur X, de toute façon, tu vas avoir, depuis 48 heures, là, on a beaucoup de médias qui en ont parlé, il y a plein de séquences dans tous les sens, je vais pas tout vous repasser, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, que les médias mainstream fassent le service après-vente, on est d'accord. Donc, essayons de se concentrer sur l'interprétation de tout ça. Évidemment, Tristan Mendes France, qui représente cette belle confrérie des escrocs de la vérité, j'ai nommé les fact-checkers, qui déboule et qui nous explique que en fait, cette affaire résistera à l'épreuve des faits. Elle résistera même à l'épreuve des preuves, si j'ose dire. Et c'est con parce qu'une fois de plus, pour commencer dans le décryptage de tout ça, une fois de plus, notre ami Tristan Mendes France, donc fact-checker de son état, hashtag rend l'argent naturellement, est à ça, mais vraiment à ça. Ça, regarde, qu'est-ce que c'est ? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il est à ça de découvrir ce qu'est l'escroquerie du fact-checking. C'est que vous avez ce qui est appelé par certains des théories du complot, par d'autres des vérités non officielles, et par d'autres des idées, des pistes de ce que vous voulez. Vous avez des situations où une vérité officielle a été imposée par voie médiatico-politique. Par exemple, le 11 septembre. Vous avez d'un côté des gens qui vont
gober la vérité officielle et vouloir l'imposer à tout prix, mais vouloir l'imposer parce qu'ils savent très bien qu'il y a des zones d'ombre. La vérité n'est jamais pure et parfaite. Quoi que vous fassiez, surtout sur ce genre d'affaires terribles, où il y a des morts, où il y a des implications géostratégiques, enfin, sur des affaires hautement complexes, la vérité pure et parfaite n'existe pas. Il n'y a personne qui peut arriver en vous disant « Écoutez, j'ai 2 minutes 30, je vais vous expliquer le 11 septembre, qui, quoi, comment, pourquoi. » Non, ben non. En fait, c'est tellement complexe que c'est pas possible, évidemment. Et c'est ce qui fait d'ailleurs les bonnes théories du complot. C'est qu'on arrive à un endroit où tout est tellement complexe qu'on est obligé de se raccrocher à certaines tentatives d'interprétation qui, par essence, ne peuvent pas être complètes. Vous prenez la Terre est plate. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non. Mais en vérité, on parle d'un sujet qui va mêler des connaissances diverses et variées. Donc, avoir une explication de A à Z sur la Terre est plate, c'est très complexe. Même des chercheurs de haut niveau, des astronomes de je sais pas quoi, même ces gens-là ne savent pas tout. Donc, c'est ce qui fait la bonne théorie du complot. C'est que tout le monde est dans l'incapacité d'apporter les preuves définitives. Et là où les fact-checkers sont des escrocs, mais ça, c'est dans leur essence, si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les met dans le débat public. Là où les fact-checkers sont des escrocs, c'est qu'ils sont le relais 2.0 d'une vérité officielle qui est en soi mal finie. C'est-à-dire que cette vérité officielle n'est jamais pure et parfaite. Et donc, vous avez des fact-checkers qui vont insister à grands coups de marteau en disant « Si, vous inquiétez pas, ça va rentrer, ça va le faire. » Mais ce qu'oublie de dire Tristan Mendes France sur cette histoire de Brigitte Macron, c'est que les certitudes de Tristan Mendes France reposent sur une hypothèse, qui est « Brigitte Macron est une femme ». Mais une hypothèse qui aujourd'hui a le même niveau de preuve que l'hypothèse contradictoire, Brigitte Macron est un homme. En fait, si on prend du recul, vous avez des gens, je prends aux bornes extrêmes de ce débat, qui se battent en disant « moi j'ai raison, Brigitte Macron est un homme, Brigitte Macron est une femme », mais ces gens-là ont le même niveau de preuve. Parce que les fameuses preuves scientifiques promises par les avocats de Brigitte Macron concernant le volet américain de ces procédures judiciaires, ils nous l'ont dit, on va fournir des preuves scientifiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne les avons pas, ces preuves. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc au fond, vous avez un combat d'incertitude. Pas un combat de certitude, vous avez un combat d'incertitude. De gens qui ne se battent pas pour avoir raison, qui se battent pour faire en sorte que leur incertitude domine l'incertitude adverse. Parce qu'à un moment donné, je vous le disais, ce qui fait une bonne théorie du complot, c'est l'incapacité à conclure. L'incapacité à dire, écoutez, on est tous d'accord, dans ma gourde, il y a de l'eau. Je vais la renverser devant vous. Vous allez goûter, puis vous allez voir que c'est de l'eau. Puis terminé. Tous ceux qui disaient que c'était de la vodka, tous ceux qui disaient qu'il n'y avait rien, en fait, rentrez chez vous, vous avez vu, il y a de l'eau. Terminé. Il y a théorie du complot à partir du moment où il n'y a pas de conclusion définitive possible pour la majorité de l'opinion. Donc l'affaire Brigitte Macron, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez juste deux camps qui s'affrontent en prétendant que leur incertitude doit dominer l'autre. Par exemple, il n'y a pas eu une telle théorie du complot sur François Hollande. C'est un argument qu'on entend beaucoup dans les médias mainstream ces 48 dernières heures. On entend, en fait, les complotistes s'en prennent à Brigitte Macron parce qu'ils détestent Emmanuel Macron. Donc on invente des conneries pour lui nuire. Aujourd'hui, on a appris d'ailleurs dans un dernier sondage que Emmanuel Macron est à 11% de popularité. Ce qui veut dire que en dessous de lui, il y a l'épination nasale à la cire et le toucher rectal. C'est les seuls trucs qui sont moins populaires que Macron aujourd'hui. Donc c'est pas facile. Et ben 11%, c'était en novembre 2016, si je dis pas de conneries, le niveau de popularité le plus bas atteint par François Hollande. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez entendu une théorie du complot qui disait que Julie Gaillet avait deux chouquettes dans le slip? Personne n'a dit ça. Donc, ils essaient de se sauver comme ils peuvent sur une théorie du complot qu'eux-mêmes ne peuvent pas éteindre, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les preuves nécessaires pour l'éteindre. Donc c'est un combat d'incertitude. Vous avez compris l'idée, je ne vais pas insister 12 heures là-dessus. D'ailleurs, c'est tout l'objet du bouquin « L'affaire Madame », écrit par la journaliste Emmanuelle Anison, pour essayer de faire taire l'affaire Brigitte Macron. Le livre est sous-titré « Anatomie d'une fake news ». J'avais fait une vidéo sur Juste Milieu. Alors, je ne vais pas tout vous redire, mais c'est un bouquin qui ne conclut pas. C'est 200 pages pour ne pas conclure. C'est cette vidéo-là que j'ai sortie il y a 1 an, si vous voulez la regarder. C'est un bouquin qui prétend dire la vérité sur l'affaire Brigitte Macron, et même la journaliste dans son livre reconnaît qu'il y a des zones d'ombre. Donc, les gens honnêtes intellectuellement se rendent compte qu'on ne peut pas conclure. Donc, ça, c'est pour toute la propagande que nous avons aujourd'hui
qui sert juste en fait à noyer le poisson parce que vous avez 2 blocs qui ne peuvent pas conclure. On récapitule. On a un procès d'intimidation où on veut faire peur au peuple en disant surtout ne parlez pas de la zigounette magique de Jean-Michel. Deuxième chose, vous avez, et c'est toute l'escroquerie du fact-checking, un combat d'incertitude. Vous avez des gens qui, face à face, n'ont pas les preuves nécessaires pour conclure, donc ils vont se battre pour savoir qui domine le terrain des incertitudes. Mais il faut avancer un petit peu, parce que ça, on fait que répéter ce qu'on se dit depuis des mois, depuis des années sur ce genre d'affaires. Le Covid, rappelez-vous, je vous disais exactement la même chose. Je vous disais que pour moi, ce qui était dangereux, c'était la certitude. À la fois ceux qui vous disaient le confinement va faire disparaître le virus, et ceux qui vous disaient le virus n'existe absolument pas, les morts sont inventés par je ne sais qui. Vous avez des bornes extrêmes, des positions extrêmes, qui sont dangereuses de facto. D'où le juste milieu. T'as compris l'idée? Le nom est bien trouvé. J'avais pâté de campagne, mais ça n'avait aucun sens. Donc j'ai pris le juste milieu. Mais avançons un petit peu sur l'affaire Brigitte Macron, parce qu'on a un autre phénomène qui est très intéressant. C'est la réaction des dissidents. Parce que les médias aux ordres se battent avec les dits, je mets entre guillemets, complotistes sur les réseaux sociaux et compagnie, j'ai envie de vous dire, c'est du classique. Le peuple face au pouvoir, enfin une frange du peuple face à une frange du pouvoir, ok. Mais il y a quand même un basculement qui est assez passionnant. Écoutez ce qu'on dit des gens, des dissidents, sur des médias dissidents, opposés au pouvoir, où on nous dit « écoutez CNews, écoutez Pascal Praud, écoutez Cyril Hanouna ». On a des dissidents qui sont montés au créneau pour aller dans le sens du pouvoir en place et du couple Macron. Et là, par contre, ça renverse la table. Petit florilège des séquences auxquelles nous avons eu droit ces derniers jours. Et on commence CNews, Pascal Praud. Observer ce qui fait notre spécificité. Vous voyez ce que je ferais pour ce monsieur? Je ne l'enverrai pas du tout en prison. Des peines de prison de 3 à 12 mois. C'est pas ça que je ferais. Je lui piquerais tout. Parce que l'amende, elle est de 8 000 €. C'est rien. Je prendrais tout. Je prendrais tout. S'il a 100 000, je prends 100 000. Je prends tout. Mais oui, parce que je ferais une amende, mais tellement dissuasive. Parce que, en fait, je vais dire un mot qui est trivial sans doute. C'est dégueulasse. Oui, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse. Donc c'est dégueulasse. Donc je pique tout l'argent possible. Mais habiller la dégueulasserie. Il y aura des dommages-intérêts. Ouais. Alors je mets des dommages au max de ce qu'il peut payer. Au max de ce qu'il peut payer. Voilà, donc Pascal Praud, le monsieur qui vient de dire ça concernant Aurélien Poisson-Atlan, Pascal Praud nous a dit que c'était un dissident. C'était un opposant au système. Vous avez vu les sanctions qu'il envisage pour Aurélien Poisson-Atlan et on l'imagine pour d'autres personnes poursuivies aujourd'hui par Brigitte Macron? Je le redis, ces personnes qui ont eu le malheur d'ironiser, de faire des blagues sur une affaire qui n'est pas prouvée. Donc, je ne suis pas juriste, je ne vais pas m'inventer des compétences, mais je trouve ça quand même très curieux, déjà, la nature même de ce procès, qui est certes un procès d'intimidation, mais qui est surtout un procès où la plaignante n'a aucune preuve, et vous avez tout un système médiatico-politique qui s'immisce dans la justice, qui est déjà en soi problématique, et toute cette sphère médiatico-politique qui défend Brigitte Macron repose son argumentation sur le... Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une femme, on va lui faire confiance, mais ça n'existe pas. Quand vous portez plainte parce qu'on vous a cambriolé, il faut prouver que la baraque, elle est à vous quand même. Sinon, ça n'a aucun sens. Je veux dire, personne ne dit « je me suis fait voler mon vélo si tu ne sais pas faire de vélo ». C'est qu'à un moment donné, il faut prouver ce pourquoi tu te plains quand même. Et là, aujourd'hui, l'affaire Brigitte Macron, tout le monde te dit « non mais, parce que c'est évident ». Alors, je ne suis pas juriste, mais il me semble que l'argument de « voilà, ça doit être vrai », je suis pas sûr que ce soit pertinent, si tu veux. Je suis pas maître milieu, mais il faut quand même pas déconner. Donc, ça, à la limite, c'est réglé. Le procès Brigitte Macron, je vous ai dit ce que j'en pensais. Comme dit, chacun son avis, vous serez peut-être pas d'accord. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est le retournement de cette sphère médiatico-politique avec les dissidents. Vous avez vu sur CNews. Sur CNews, on peut tout dire. Et sur CNews, ils critiquent la Macronie. Hein. Alors sur le budget, sur plein de trucs. Par contre, sur cette affaire Brigitte Macron, oh bah tiens, trop bizarre, retournement de veste. Et Pascal Praud qui nous dit, il faut tout prendre aux personnes accusées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'ampleur du bordel. Alors, Pascal Praud, je ne vais pas faire 3 heures là-dessus, une fois de plus, parce que je vous avais déjà fait une vidéo en septembre 2024, qui est cette vidéo. Là encore, je ne vous dis pas que c'est la vérité. Je vous dis juste que j'avais déjà travaillé sur le personnage de Pascal Praud pour expliquer la proximité avec le couple Macron, la proximité avec le pouvoir, l'arrivisme de ce monsieur. J'enlève pas un sucre de ma vidéo
D'autant plus dans le contexte actuel. Donc, je vous invite à la regarder si vous voulez connaître mon avis sur le bonhomme. On enchaîne, parce que dans la catégorie des drôles de dissidents, on a eu par exemple Cyril Hanouna. Ah, c'est pareil. Cyril Hanouna, tu vois, Macron veut le faire taire. Macron veut le faire taire, on rappelle. C'est pour ça qu'il s'est fait dégager d'M6. Macron veut le faire taire. Et écoutez ce que nous dit Cyril Hanouna sur l'affaire Brigitte Macron. Milliers d'euros d'amende, pardon. Et concernant les petits prévenus dont je vous parlais, qui sont des petits comptes, ça va de quelques heures de travaux d'intérêt général à 5 mois de prison avec sursis. Les plaidoiries sont en cours. On aura la décision soit ce soir, soit dans les autres jours. Ce soir, soit demain, on va vous en parler demain plus longuement de ça. Ouais, en fait. Et je vais vous dire exactement ce que vit Brigitte Macron. Et vraiment, je vous donnerai vraiment des infos là-dessus. Et c'est vrai que c'est devenu n'importe quoi. Et en fait, ça se... affaire. Et c'est vrai que pour elle, pour tous les jours, elle vit avec ça au quotidien maintenant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle met une tenue, qu'à chaque fois qu'elle sort quelque part, elle a ça en tête et elle se dit qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va se passer, je vais être photographié. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, Brigitte Macron, c'est vrai que là, c'est quand même... Cyril Hanouna qui fait le service après-vente de cette affaire. Alors, pour rappel, parce que je suppose que voilà, cet extrait va être publié sur YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ma position et m'expliquer qu'en fait Cyril Hanouna, il est super et que j'ai rien compris et qu'en fait je suis un gauchiste de merde. Cyril Hanouna est le compagnon de Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Donc, qu'on aime ou pas Cyril Hanouna, aujourd'hui vous avez une situation où ce monsieur défend sa belle-mère. Voilà, juste pour info, juste pour rappel, Tiffaine Auzière qui est venue plaider, enfin qui est venu en tout cas témoigner au procès de sa daronne qui n'est pas venue d'ailleurs. Hein. On en reparlera de Tiffaine Auzière dans quelques instants. Donc juste pour rappel, quand on parle d'entre-soi, l'entre-soi concerne aussi les gens que vous aimez bien. C'est horrible à dire, c'est horrible à entendre, mais ouais, Pascal Praud est une prostituée du système. Oui, CNews, c'est un relais supplémentaire de propagande du système. Et Cyril Hanouna, pas mieux. En tout cas, c'est ma grille de lecture. Je considère que ce système est pourri, que cet entre-soi médiatico-politique est pourri, qu'il est fait d'arrivistes, qu'il est fait de gens qui se tiennent par les... Vous complétez comme vous voulez, ça tombe bien, on est dans le thème. Et donc, soit on exclut tout le monde, enfin, comment dire, soit on ne fait confiance... Soit on ne fait pas confiance à tout le monde, soit on... Waouh, elle va être très compliquée cette phrase. J'ai le même coach vocal que Stéphane Séjourné, alors laisse tomber. Soit on rejette tout le monde, soit on accepte tout le monde. Mais quand vous dites que la sphère médiatico-politique est un marécage rempli de pourris, vous ne pouvez pas faire le tri selon si les gens sont d'accord avec vous ou si vous êtes d'accord avec leurs idées. Donc pour moi, et c'est que mon avis, je considère que ce système-là est pourri par l'entre-soi, l'arrivisme et le copinage, et donc tout le monde doit en faire partie. Sinon, ça me semble être une erreur en termes de cohérence intellectuelle. Donc ça, c'est mon point de vue là-dessus. Ce qui fait que Hanouna, Pascal Praud, France Inter, BFM TV, même combat. Pour moi, c'est une caste qui se défend et que les idées politiques, les idées qui sont potentiellement défendues sur ces différents médias, c'est un écran de fumée pour mieux tromper l'opinion publique. J'y reviens dans quelques instants. Donc, creusons encore un petit peu plus loin l'analyse sur tout ça. Et vous allez voir, j'arrive sur mon histoire de Sarkozy, ce que je vous l'ai proposé, donc on va y aller. Ces rumeurs Brigitte Macron, on ne va pas encore faire 8 heures là-dessus, puis presque c'est pas le sujet, d'une certaine manière. Aujourd'hui, ce procès, il est intéressant parce que, et on en parlait hier, il arrive au bon moment, par le plus grand des hasards. Et alors là, loin de moi l'idée d'émettre un doute. Attention, vraiment, je n'aimais rien. Voilà, c'est la date. La date, elle est comme ça. Je vous laisse le choix dans la date. Attention. Ce procès, Brigitte Macron, arrive au moment, peut-être que c'est l'inverse, où Emmanuel Macron arrive en campagne concernant la lutte contre les réseaux sociaux. Il nous dit les réseaux sociaux, c'est pas bien, mon Dieu, c'est scandaleux, il faut encadrer pour le bien-être des gens et la lutte contre les douleurs aux genoux. Donc ça arrive très bien. Le couple Macron est exposé d'un côté, vous avez la gonzesse qui est au tribunal et le président qui déboule et qui nous dit en fait les réseaux sociaux, c'est pas bien. Mais ce procès, il est intéressant parce que c'est un procès, vous savez, c'est un peu comme quand vous mettez de l'eau dans une bouteille. L'eau va prendre la forme de la bouteille. C'est une loi de la physique classique. On a Zygmunt Bauman, le philosophe allemand, qui parlait de société liquide. Si on fait un petit parallèle un petit peu intello, le procès de Brigitte Macron, c'est un procès liquide. C'est-à-dire qu'il prend la forme de ce qu'on veut lui donner. Peut-être que d'ailleurs Brigitte Macron elle-même est une personne liquide qui prend la forme qu'il faut bien. Mais
vous voyez, on a un procès qui arrive, Macron monte au créneau et hop, le procès est utilisé pour aller censurer les réseaux sociaux. Mais il y a mieux que ça. Sur le côté procès liquide, on a appris que Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, était venue témoigner. Regardez. Et il y a une petite séquence sur France 5 où il nous parlait de ça, écoutez. Ozière, il est fondamental. Pourquoi ? Parce que vous l'avez bien dit, ça fait partie des éléments constitutifs de l'infraction. Pour caractériser du cyberharcèlement comme du harcèlement, il faut montrer que les propos ont dégradé l'état de santé de la victime. Et ce que décrit Tiffaine Ozière, c'est ce que vivent effectivement toutes les victimes de cyberharcèlement ou de harcèlement de manière générale, c'est de l'hypervigilance accrue. Voilà. Tiffaine Ozière, donc la fille de Brigitte Macron, est venue témoigner alors que sa mère n'est pas venue. Alors pourquoi, comment ? C'est là où mes connaissances en matière judiciaire s'arrêtent, je ne sais pas pourquoi c'est possible. Et Tiffaine Ozière est venue dire que ce cyberharcèlement avait des conséquences sur la santé de sa mère. Et par le plus grand des hasards, c'est pour ça que je vous dis que ce procès prend les formes qu'on veut bien lui donner. La loi Marlène Schiappa de 2018 sur le cyberharcèlement et la lutte contre ces phénomènes sur les réseaux sociaux précise bien que la loi peut être activée, que des peines peuvent être prononcées à partir du moment où le cyberharcèlement a des conséquences concrètes sur la santé de la victime. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La fille de Brigitte Macron se rend compte que sa mère a des problèmes de santé à cause de ça. On n'en a jamais entendu parler, parce qu'avant, il ne fallait pas parler de cette affaire. Elle arrive au procès, en fait, elle a des problèmes de santé. Donc, ce procès prend la forme qu'on veut bien lui donner. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un procès qui repose sur la base de l'évidence. C'est évident que Brigitte Macron est une femme. Et puis, en fait, Macron arrive, en fait un sujet politique. Et puis, en fait, on va aller chercher la loi Marlène Schiappa de 2018. On donne à ce procès la forme qu'on veut bien. Pour l'aspect santé, là encore, je ne suis pas juriste, mais est-ce que c'est pas plutôt à un médecin de venir débouler et de dire en fait elle a des problèmes de santé. La fille de Brigitte Macron est avocat. Dernière nouvelle, elle n'est pas proctologue ou médecin. Donc elle a pas normalement c'est peut-être pas à elle de dire ça. Mais pourquoi pas ? Apparemment tout est possible dans ce procès. Donc à partir de là, ce qui me semble intéressant, le procès, on va pas le scruter pendant des plombs, mais en vérité, je vous l'ai dit, pour moi, le sujet n'est pas là. Et c'est là où on retrouve le parallèle que j'avais envie de vous proposer entre l'affaire Brigitte Macron et l'affaire Sarkozy. Parce que, au fond, mais vraiment en prenant le maximum de recul par rapport à tout ce que je vous ai dit déjà, j'ai essayé de raisonner en entonnoir, comme on dit. Pour moi, l'aboutissement en fait, de cette affaire Brigitte Macron, paradoxalement, c'est absolument pas Brigitte Macron. Je pense que ce que combat aujourd'hui le pouvoir en place, le système médiatico-politique, parce que vous avez vu qu'à un moment donné, il n'y a plus de frontières entre eux. Tous ces gens qui sont censés se battre, qui ne sont pas d'accord, Pascal Praud qui dit des trucs, en fait, à un moment donné, il va dans le sens de sa caste, il va dans le sens de sa classe. Donc, pour moi, il y a une question de lutte des classes. J'y viendrai dans quelques minutes. Mais vous voyez bien que tous ces gens qui se tapent sur la gueule à longueur de journée, quand ça va trop loin dans les attaques faites à l'un des leurs, ils sont capables d'être dans l'unité, ils sont capables d'être ensemble. Je vous l'ai montré avec ces réactions et vous pouvez vous amuser à en chercher plein d'autres. Ce qui me semble intéressant dans l'affaire Brigitte Macron, c'est que c'est pas du tout cette histoire de tub qui leur pose problème. C'est que pour moi, il y a deux éléments très importants. Pour moi, et on en a déjà parlé, vous savez que c'est ma position depuis longtemps, pour moi déjà c'est un écran de fumée. Cette affaire Brigitte Macron, que vous le vouliez ou non, elle est favorable à Brigitte Macron. Tant qu'on parle de cette potentielle tub, qui est une sorte de mystère, ça devient l'arlésienne du slibard, c'est-à-dire que personne ne sait, mais tout le monde en parle. Tant qu'on parle de ça, on ne rappelle pas un élément très important, qui est le détournement de mineurs. Pour moi, le problème, c'est Emmanuel Macron, 14 ans, Brigitte Macron, 39 ans. Que ce soit un homme, une femme, un pied de table, le problème est là. Si on veut lutter contre la pédocriminalité, c'est contre ça qu'il faut se battre. Et vous allez voir que petit à petit, il y a plein de médias, notamment alternatifs, qui sont en train de faire demi-tour, qui ont fait 350 vidéos sur l'habitat Brigitte et qui sont en train de te dire non, mais en fait, on nous a dupé, le problème c'était le détournement de mineurs. Mais c'est le problème depuis le début. Donc, soyons capables, et moi le premier, moi aussi j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, une fois de plus, je ne joue pas au chevalier blanc. Mais à un moment donné, le sujet principal n'est pas celui-là. Donc, si on continue encore aujourd'hui à parler que de ça, on devient complice. On devient complice de fait de cet écran de fumée qui profite au Macron plus que ce qu'il ne leur nuit. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Il a eu 18 ans le 21 décembre 1995. Les faits de détournement de mineurs seront prescrits le 21 décembre 2025, dans 2 mois.
Peut-être que c'est anecdotique, là encore, je ne veux pas m'embarquer dans une discussion judiciaire que je ne maîtrise pas, mais je trouve qu'il est intéressant de voir qu'on se rapproche très dangereusement de la possibilité de porter plainte pour détournement de mineurs. Alors, ce serait à la victime de le faire, à mon avis, Emmanuel Macron ne va pas le faire, mais dans 2 mois, le dossier sera clos. Donc c'est aussi important, quand on se dit que cette affaire de potentiel pénis leur fait gagner du temps, juridiquement, c'est vrai. Alors, évidemment qu'Emmanuel Macron ne va pas porter plainte, mais est-ce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas, des associations, des partis externes puissent porter plainte? Des anciens collègues de Brigitte Macron, des choses comme ça, sur des faits qui ne sont pas encore prescrits si on considère l'âge de majorité d'Emmanuel Macron, si on considère cet âge-là. Et je trouve que, là encore, je ne vous dis pas que c'est ça la clé du truc, attention, je prends des pincettes, je vous avance cet argument parce que je le trouve intéressant, je ne vous dis pas que c'est la clé, mais je vous dis juste que là où il y a une vraie capacité d'agir juridiquement, avec pour le coup des faits qui sont reconnus. Je veux dire, 14 ans, toute la presse en a parlé, elle était prof de français, abus de position dominante, vous avez tout ce que vous voulez. Ça, c'est réglé. L'affaire, elle est réglée. Cette potentielle histoire de bite, comme je vous le dis depuis des années maintenant, si demain le procès prouve que Brigitte Macron a un pénis, vous avez prouvé quoi? On a prouvé que le couple Macron a menti aux Français. Oh, quelle découverte! On a prouvé que tout un système médiatico-politique était capable de fabriquer un candidat, de l'imposer à des millions de Français, en faisant croire que ce que les Français voyaient n'était pas ça. Mon Dieu, quelle découverte! Donc, le pire, mais pensez à ça. En tout cas, et une fois de plus, je suis persuadé de ça, et chacun a son avis. Mais ce procès concernant la bite à Brigitte, que vous le prouviez ou non, ça ne change strictement rien. Vous n'allez rien prouver d'étonnant, de surprenant. Par contre, cette histoire de détournement de mineurs, si ça, c'était sur la place publique, qu'est-ce que pourraient bien dire nos médias? Au moment où je vous parle, nos médias, même mainstream, n'auraient pas d'autre choix que de dire c'est un détournement de mineurs. Sinon, leur complicité serait bien trop visible. Mais dans 2 mois et 1 jour, un petit peu moins, quand le délai de prescription sera passé, nos médias mainstream pourront dire « Ah ben oui, mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Regardez Gérard Miller, les faits sont prescrits pour la majeure partie. » Enfin, majeure partie, je m'entends. Donc, le problème est là. À mon avis, le problème est là. Donc ça, c'est, dans cette affaire Brigitte Macron, le premier souci majeur dont je voulais vous parler, c'est celui-là. C'est qu'au fond, ce système gagne du temps et qu'il y a une complicité partagée dont nous pouvons nous-mêmes devenir également les complices si on se concentre sur un sujet qui n'en est pas un. Le deuxième pilier, sur les réactions autour de cette affaire à Brigitte Macron, ce qui me semble intéressant, c'est que, je vous le disais, le problème n'est pas Brigitte Macron, à mon avis. Le problème est une caste qui se sent attaquée en son sein. C'est-à-dire que ces réactions unanimes, pour moi, ne viennent pas de nulle part. Qu'on se foute de la gueule de ce que Brigitte Macron a dans le slip, je pense que tout le monde s'en fout. C'est pas ça le sujet. C'est juste que aujourd'hui c'est Brigitte Macron. Mais si demain le peuple se ligue pour se moquer d'autres puissants, le problème n'en sera qu'amplifié. C'est-à-dire que cette affaire Brigitte Macron, pour moi, c'est la réaction d'une caste, la réaction d'un système de pouvoir qui veut enlever au peuple sa capacité d'humiliation. Et c'est à peu près ce qui nous reste. Pour lutter contre le pouvoir, on n'a pas l'argent, on n'a pas les armes, enfin on n'a pas le droit de les avoir. On a le vote électoral, mais c'est un autre débat. On n'a pas les moyens de lutter, concrètement. L'un des derniers moyens qui reste au peuple pour faire face à ceux qui les dominent, c'est le rire. Ah, je prêche pour ma paroisse, vous savez, j'aime bien la rigolade. Mais je pense que le rire, la dérision, l'ironie, la satire, vous mettez tout ce que vous voulez. Je vais dire le rire, par grande case. Mais dedans, on met évidemment les dessins satiriques, l'humour, les blagues, tout ce que vous voulez. Je vais dire le rire. Le rire est, selon moi, l'une des dernières capacités d'humiliation qu'a le peuple vis-à-vis de son pouvoir. Nous pouvons nous moquer d'eux. Et ça, évidemment, ça leur plaît pas. C'est d'ailleurs pour ça que les rois de France avaient un bouffon du roi. Les rois de France avaient quelqu'un qui pouvait rire d'eux, qui pouvait se moquer d'eux, mais c'était une personne, quelques-unes, pardon. Mais c'était un rire encadré. Le bouffon du roi était libre d'obéir. Il pouvait rire, mais il n'y avait que lui. Et personne d'autre pouvait se moquer du roi. Alors qu'à un moment donné, ce qui restait au peuple, c'était d'imaginer le roi en train de faire caca. C'est presque universel, j'ai envie de vous dire. Se moquer de nos puissants, c'est l'un des derniers ressorts qui reste au peuple à un moment donné.
Vous prenez même certains, je crois que ça s'appelait les carnavals, mais ça avait un nom spécifique pendant la Rome antique, durant la période de l'Empire romain. Il y avait une fête spécifique qui avait un nom spécial, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. On va dire carnaval, parce que ça s'apparentait à cela, mais ça avait un nom spécifique, qui était ce moment où pendant une nuit, les riches pouvaient s'habiller en pauvres et les pauvres s'habillaient en riches. C'est la même chose, et ça fait 2500 ans. C'est la même chose. Et je pense que, peut-être que j'intellectualise un peu trop, j'en sais rien. Je mets cette réflexion sur la table, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Hein. C'est des Saturnales, voilà, on me le dit dans le chat, merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est tiré par les cheveux ou pas. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La caste qui aujourd'hui se mobilise et retrouve l'unité pour défendre Brigitte Macron, c'est qu'ils défendent avant tout leur capacité à interdire le rire, à interdire qu'on se foute de leur gueule. Parce que c'est le dernier truc qui nous reste. C'est le dernier truc qui nous reste. Et je trouve que il est intéressant de mettre ça sur la table parce qu'au fond, avec Sarkozy, d'où le lien que je fais avec les deux affaires, avec Sarkozy, c'était la même chose. Vous avez vu quand Sarkozy a été mis en prison, il y a eu tout à coup une unité dans les médias mainstream, dans les partis politiques. Ils étaient à peu près tous d'accord pour dire que c'était scandaleux, mon Dieu, un président en prison, vous vous rendez compte? Tu sais, tous ces médias qui se détestent, toute la journée, ils nous font croire qu'ils sont différents, ils nous font croire qu'ils ne pensent pas pareil. Nous, on est d'accord. Sur CNews, on est d'accord avec vous. Sur France Inter, on est d'accord avec vous. Et puis on déteste CNews, puis on déteste France Inter. Vous voyez? Et bien avec Sarkozy condamné, c'est marrant parce que là, ils étaient tous d'accord à dire oh non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on envoyait un message terrible pour cette caste au pouvoir qui était nous sommes comme vous. Nous aussi, on peut être derrière les barreaux. Nous aussi, on peut être dans des draps qui puent la pisse. Nous aussi, on peut entendre des mecs hurler jusqu'à 4h du matin. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est Sarkozy, mais demain, ce sera qui? Si cette caste au pouvoir n'a pas la capacité à faire front pour défendre l'un des leurs qui est emmerdé, demain, ce sera peut-être ceux qui ont pris la défense. Et ça, c'est pas bon. Je vous ai proposé ça dans une précédente analyse en disant attention, quand vous entendez des gens sur CNews ou je ne sais où qui disent c'est un scandale que Sarkozy soit condamné, ils ne défendent pas Sarkozy. Ils défendent le fait que l'un des leurs ne puisse pas aller en prison. C'est pas possible, parce qu'ils dominent. Ils peuvent pas aller là où il y a des dominés. Donc aujourd'hui, ils défendent Sarkozy, demain, ils défendront Macron. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout une question de parti politique, c'est une question de caste, c'est une question de milieu. Et là, on retrouve une logique de lutte des classes, pour faire un peu de marxisme facile, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est là où je fais le lien entre l'affaire Brigitte Macron et l'affaire Sarkozy, c'est de dire, dans ces affaires-là, ne nous y trompons pas. C'est pas une question politique. Les questions de bord politique, vous savez, la gauche, la droite, l'extrême gauche, vous voyez bien à travers ce genre d'affaires que le combat entre ces camps politiques, ça marche pour nous endormir, le peuple. Tu sais, ils font la bagarre à la télé, à l'Assemblée nationale, mais en fait derrière ça trinque à l'Assemblée, et puis en vérité, quand il s'agit de défendre l'un des leurs, ils sont tous ensemble. Ces affaires nous le démontrent, c'est factuel. Donc le problème n'est pas celui-là. C'est pas une question d'idéologie, parce que je vous fais le même raisonnement. Ces gens-là se bagarrent toute la journée pour nous offrir ce théâtre médiatico-politique. Mais en vérité, leurs idées ne sont pas tellement opposées quand il s'agit de se protéger du peuple, des prolos, de la plèbe. Je pense que c'est simplement une question de classe sociale. C'est-à-dire que la prison renvoie les puissants à leur capacité d'être considérés comme des prolétaires, comme le bas de la pyramide. Et ça, c'est pas possible. Et le rire les met dans une même dynamique. Le rire met le puissant à la place d'être jugé, à la place d'être humilié. La capacité du rire à humilier l'objet dont on rigole. C'est le principe de l'autodérision. L'autodérision, c'est chouette parce que c'est quelqu'un qui va s'humilier lui-même. Dire « Ah ben, je suis un peu gros, je bande pas, je sais pas quoi ». C'est le principe de l'autodérision. On rit toujours d'un objet humilié. Qu'il soit physique ou moral ou ce que vous voulez. Et donc c'est pour ça que je pense que ce qui les dérange le plus dans l'affaire Brigitte Macron, c'est ça en vérité. Parce que demain, on peut imaginer un puissant qui est moqué de la même manière avec l'ampleur de l'affaire Brigitte Macron. Si demain la rumeur se répand que Jordan Bardella a des problèmes d'érection, ou Jordan Bardella n'a pas de cheveux, ce qui leur pose problème, c'est ça. C'est pas la question que Bardella bande pas, ils en ont absolument rien à foutre. Ce qui leur pose problème, c'est nous ayons la capacité de les humilier. Et donc, on va aller poursuivre des types inconnus au bataillon qui ont eu le malheur de relayer des blagues sur Twitter. Et de là, et je le dis sans embâche, malgré tout ce qu'il a fait, qu'on peut lui reprocher ou pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, la lutte contre Dieudonné, c'est la même chose.
ou contre Guillaume Meurice dans un autre registre. C'est-à-dire la capacité du pouvoir à maintenir la main sur le rire. Et donc sur une possibilité d'humiliation, sur une possibilité de renversement de la table, et que les prolos puissent entre eux se dire, en fait on nous dit n'importe quoi, et on va humilier ceux qui nous disent ça, et on va offrir une autre capacité de perception du réel. Donc je trouve que Brigitte Macron, Sarkozy, même combat, ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas endormir, c'est une caste qui se défend à travers ces affaires. C'est pas une question de théorie du complot, c'est pas une question d'être pro ou anti-Sarkozy, c'est pas une question de tolérer ou non les rumeurs sur Brigitte Macron, c'est juste de voir que si ces affaires prennent une telle ampleur, dans la propagande de défense de Sarkozy, dans la propagande de défense de Brigitte Macron, c'est parce que c'est une caste acculée qui se défend. D'où l'ampleur, parce que cette caste a les moyens de donner de l'ampleur. T'inquiète que si demain, il y a une rumeur qui court sur moi de je suis une gonzesse, tout le monde s'en branle. Ne vous inquiétez pas que tout le monde s'en branle. Et si je porte plainte pour cyberharcèlement, loi Chiappa 2018, j'ai des policiers qui vont me dire « Mais frérot, tu crois qu'on a que ça à foutre ?» Le prolo n'est pas jugé de la même manière, vous vous en doutez bien. Donc, voilà pour ce que je voulais vous proposer sur cette analyse-là. Alors, comme dit, je veux vous proposer des réflexions. Je ne veux surtout pas vous proposer la vérité, mais essayez de voir autrement ces affaires-là, parce qu'on est dans un tunnel qui va hystériser les débats, et je pense surtout qu'il va nous endormir, en vérité. Donc, j'essaie de vous proposer des pistes, des réflexions différentes, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important qu'on puisse papoter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce lien. Brigitte Macron, Sarkozy, même combat. Voilà. T'as vu ? L'analyse, elle est terminée. Voilà. Dites-moi les amis, dans le chat, encore quelques petites minutes. Après, je vais devoir filocher. Dites-moi les copains sur cette analyse si vous trouvez que ça tenait la route ou pas du tout, que ça tient la route ou pas du tout. J'ai mon Karim Haute-Pierre qui dit « Le rire est une puissante arme pour nous, ça déstabilise la caste, Dieudonné en paye le prix et c'est pas le seul. Blanche Gardin, absolument, j'aurais pu parler d'elle. Guillaume Meurice et bientôt bien d'autres. Quand on met Sarkozy, ça fait peur à la caste qui sont en train de comprendre que ça peut leur arriver. » Baldacat, pour être humilié, faut avoir le sens de l'honneur, ils n'en ont aucun, d'ailleurs ils s'en distribuent avec la Légion d'honneur. Herman 47, c'est surtout que ce genre de procès est le discours de Macron qui parle de censure des médias. Ola fait verte, le droit de rire, rions toutes et tous, rire cela je sais faire et ça ne coûte rien, ça c'est vrai. Nati Mimo 47, et c'est très intéressant en fait, car nous tournons en rond tous autant que nous sommes à décortiquer durant des heures des situations ou personnages abscons qui nous tiennent par leurs excès dévastateurs, et dramatiquement à l'insu de notre plein gré, nous participons, si ce n'est à une banalisation, du moins à une critique sur l'indicible. Alors là, j'aurais pas dit mieux. Nati Mimo 47, alors là, chapeau l'artiste. Alors là, magnifique. Très beau message. Tu vois, on a une communauté quand même d'un niveau sur juste milieu. C'est pas la gazette du chat qui pète sur Twitch, je te le dis, attention. Ça rigole pas du tout. Véro Galou, complètement d'accord avec toi. Après décembre, ce sera fichu et merde. D'ailleurs, on en reparlera. Je vous parie, l'apéro, qu'ils nous sortiront le coup à un moment donné. Ils nous diront, ah oui, mais vous comprenez, on peut plus parler de détournement de mineurs, les faits sont prescrits. Le jour où vous entendez ça dans un média, quel qu'il soit, vous m'appelez. Je vous l'aurais dit ici. Olivier Martrez, moi je suis curieux quand même de la suite. Pénalement, si la bite à Brigitte est découverte, je souhaite une contre-attaque pénalement profonde. Ils sont lourds, c'est terrible. Donc voilà les copains, sur cette analyse que je voulais vous proposer. J'espère que ça vous a plu, voilà, pour réfléchir, parce qu'on est là pour ça. Je vais raccrocher les wagons pour ce soir. On va se retrouver demain. Demain, évidemment, ça va être du Juste Bistrot pour finir la semaine en beauté. Et puis voilà, et ça va être déjà bien. Les amis, voilà, 18h04, merci d'avoir été là les copains. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Tu vois, on a parlé de littérature, on a parlé de tout. Raccrocher les crampons, excusez-moi, j'ai dit les wagons, faut que j'arrête avec ça. Les crampons. Ou les gants. C'est terrible, je l'ai à chaque fois. Donc voilà les amis, merci d'avoir été là. Je vous embrasse les copains. Vous êtes au top du top, vous n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Voilà, il n'y a pas à chier, On parle de littérature sur Twitch, je veux dire, qui fait ça, bordel? Ah, soyons fiers, putain. Je dis pas qu'on est les meilleurs, je dis que les autres on les baise. Voilà, allez, ça c'est dit. Je vous embrasse les amis. Bonne soirée, à demain. Plein badin, 16h30 ou 45. On verra demain. Peut-être je joue au Cinoche le soir. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France. À demain.